Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, je suis toujours sur les bords du Mékong. Mais courage, je vais visiter davantage la province d'ici 4 ou 5 jours, là, dès que les enfants auront repris l'école. Donc voilà, je suis revenu tout près de la maison, à Chiang Can. Donc là on est devant, je vais aller par la piste cyclable qui sert également de parcours pour les gens qui veulent courir un petit peu. Ça s'étend sur plusieurs kilomètres, donc on peut le faire à vélo ou à pied. Là on passe devant les bureaux de l'immigration, là sur la gauche, donc c'est les petits bureaux de l'immigration. Sur la droite, c'est fermé, mais c'est là où on prend le bateau, enfin pas les phalanges, on n'a pas le droit de passer ici à ce poste frontière, mais pour aller au Laos de l'autre côté, c'est là où on prend les bateaux pour les Thaïs et les Laotiens. Pour nous les étrangers, si on veut passer la frontière, il faut aller à quelques kilomètres d'ici, à Tali. Donc en fait la province de Loei, il y a 2 passages frontières. Et Tali c'est devenu vraiment un gros lieu de passage. Sur la gauche, nous avons toujours un bâtiment administratif. C'est le Land Office. En fait, c'est l'équivalent du cadastre. Dès que je vous ai déjà fait des vidéos sur les baux de 30 ans, vous savez que dès qu'on signe un bail qui est supérieur à 3 ans, il faut l'enregistrer. Et c'est ici, au Land Office, qu'il faut enregistrer les contrats. Et c'est là qu'on enregistre lorsqu'on achète des terrains, lorsqu'on les transfère. Voilà, tout se fait ici, enfin du moins pour la province de Loei. C'est ici que ça se fait. Alors oui, comme je vous ai dit, là on va bifurquer. Désolé pour ceux qui en ont marre de voir le Mékong, mais pour l'instant je suis un peu limité. Et là, il n'y avait pas trop de soleil. On sort d'une petite période pluvieuse, ça fait du bien. Même si on se sent moins jeune, pluvieuse, moins jeune, oui, c'est mauvais. Et là, on arrive sur les bords du Mékong. Et ce qu'on voit de l'autre côté, c'est le Laos. Voilà, la frontière naturelle avec le Laos. Là, le niveau est bien monté depuis quelques temps avec les pluies. Et puis, je crois que la Chine aussi a ouvert ses barrages parce qu'ils, saison des pluies, ils ont trop d'eau, donc ils éjectent. Or, sujet aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu des absurdités qu'on lit sur le net. Donc l'occasion de faire des petites rectifications, une petite balade et vous apporter des petites infos. Alors en même temps ça vous apprend des trucs. Là je vais d'abord parler du visa élite. Donc j'ai lu quelque part que personne disait oui, pas de problème que le visa élite tu peux bosser. Alors je vous explique en résumé pour ceux qui ne connaissent pas le visa élite. C'est un visa qui a été fait pour, on va dire c'est une sorte de visa touristique VIP. Voilà, c'est un visa que vous pouvez acheter et qui vous permet de rester pour des périodes de 5, 10, 15 ou 20 ans. Alors par exemple, vous prenez pour 5 ans, ça vous coûtera 600 000 bahts. Avant c'était 500 000, mais ils ont augmenté les prix depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier je crois. Donc maintenant pour les 5 ans, c'est 600 000 bahts. Si vous prenez 20 ans, vous payez 2 millions. Je déconseille, parce que vous allez par période de 5 ans, vous renouvelez à la rigueur, mais vous n'êtes pas certain qu'il n'y aura pas un changement dans votre vie. Que le visa élite durera, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et même s'ils décident, vous prenez 20 ans, et au bout de 5 ou 6 ans, ils décident de l'arrêter, ceux qui seront en cours continueront à bénéficier de leur visa. Ils ne vont pas annuler les visas qui seront en cours, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc oui, le visa élite, ça offre quelques services. C'est simple, il vous suffit d'avoir un passeport, d'avoir les fonds nécessaires, c'est-à-dire de payer. On ne vous demandera pas des revenus ou quoi que ce soit. Vous payez, par exemple, vous prenez 5 ans, vous payez 600 000 bahts, vous donnez votre passeport et on vous donnera un visa élite. Et il n'y a même pas, à ce jour, il n'y a pas d'assurance à prouver non plus. Lorsque vous arrivez dans certains aéroports, Bangkok par exemple,
vous avez droit à un passage VIP. Vous pouvez bénéficier, selon certaines conditions, de certaines remises dans des spas, des golfs et des choses pareilles. Enfin voilà, donc c'est vraiment le truc, j'appelle vraiment ça un visa touristique VIP. Mais il est clair qu'il est bien noté que ce visa élite ne vous permet pas de travailler. Si d'aventure vous désirez travailler, vous avez un visa élite, vous désirez travailler, à ce moment-là, vous devez changer votre visa élite en visa business et demander un permis de travail. Ben, vous perdez le bénéfice de votre visa élite. Alors, donc ça c'était pour rectifier les gens qui disent oui, on peut bosser qu'un visa élite. Non, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple des digital nomades, parce qu'on va en parler, des digital nomades qui travaillent planqués chez eux. Et pour ne pas être embêtés avec les visas étudiants qui sont contraignants et qui ne sont pas facilement renouvelables à la rigueur, les visas étudiants sont limités dans le temps. Avant, on pouvait prendre des visas étudiants d'année en année, mais là maintenant ils l'ont limité dans le temps parce qu'il y a eu des abus. Il y a des gars qui avaient des visas étudiants depuis 7 ans et qui ne parlaient pas un mot de thaïlandais. Donc c'était un détournement de la législation. Donc il y a des gars qui disent moi je bosse chez moi, j'ai un visa élite, je peux sortir et entrer comme je veux, on ne viendra pas m'emmerder, et ils bossent tranquillement chez eux. Alors ce qui va m'amener aussi à des rectifications par rapport au Smart Visa dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos, où j'explique que ce Smart Visa n'est pas du tout adapté pour les digital nomades. Il n'est pas accessible, c'est même pas qu'il ne soit pas adapté, il n'est pas accessible pour les digital nomades. Par contre, je voudrais rectifier des choses qui sont marquées. C'est vrai qu'actuellement, les autorités, c'est même pas les autorités, il y a des groupes de travail qui bossent. Par exemple, il y a des groupes qui sont dédiés au tourisme et qui essayent de faire des propositions, dire voilà, pour faire venir plus de touristes, ils font ça comme proposition. Alors c'est vrai qu'on en parle sur les réseaux sociaux, super, à partir de la semaine prochaine ou à partir du mois prochain, on va voir ci, on va voir ça. Non, c'est juste un groupe de travail qui a une idée, qui fait une proposition ensuite au gouvernement et les autorités vont décider si oui ou non ces idées ou tout ou partie de ces idées sont recevables. Donc il y a des fois il y a des idées qui sont un peu saugrenues, qui font effectivement rêver, fantasmer par exemple un secteur d'activité spécifique, mais qui sont systématiquement rejetées dès qu'ils arrivent sur le bureau du CSSA ou du Premier ministre. Donc méfiez-vous de ce que vous lisez au niveau des informations, parce qu'on en parle beaucoup là, il y a des gens qui publient systématiquement, ce ne sont que des rumeurs. Il y a des projets de loi qui avancent bien, qui seront peut-être votés, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Donc j'en viens justement à des propositions qui ont été faites, c'est par l'Office du tourisme ou d'autres aussi, pour essayer de faire venir des riches investisseurs. Alors quand je parle de riches investisseurs, donc ils veulent faire des visas spéciaux qui seraient valables 10 ans. On reprendrait un peu le concept du Smart Visa, mais là ce serait plus un visa de 4 ans, ce serait carrément un visa de 10 ans, avec possibilité de travailler sans avoir besoin de permis de travail, donc sans obligation. Donc c'est vraiment un truc qui s'ouvre un petit peu aux indépendants. C'est un peu ça qu'il faut retenir l'idée, c'est qu'il y a certains organismes qui tendent la perche auprès des autorités pour dire dans certains secteurs d'activité, le statut d'indépendant serait peut-être nécessaire et qu'il soit reconnu en Thaïlande. Donc par rapport à ces gros investisseurs, il ne faut pas rêver, il faut acheter des obligations d'État, plusieurs milliers de dollars, il faut avoir une assurance qui soit costaud, il faut avoir des revenus, il faut avoir de l'expérience. Et il parlait effectivement des digital nomades, enfin du moins dans les articles on en parle. Alors j'ai quand même cherché un petit peu ces propositions de loi, il n'y a rien qui est passé, hein. Pour l'instant il y a eu des discussions,
Ça a l'air de bien se passer, mais par rapport à un taux d'imposition, donc par rapport aux riches qui investiraient, la proposition du groupe serait de permettre une TVA limitée, enfin une imposition limitée à 17%. Et là, le ministère des Finances a déjà mis son halte là en disant non. Donc imaginez pour des salaires, des petits salaires, il n'y a pas d'imposition. Les salaires, on arrive à 10%. La moyenne des salaires ici, des revenus, même chez les expatriés, on est plutôt à 15%. Donc effectivement, s'ils veulent réduire l'imposition à 17%, vous imaginez, c'est plutôt des gens qui seraient susceptibles de payer 30 ou 35%, qui est la limite au niveau de l'imposition, 30 ou 35% d'imposition parce qu'ils ont des revenus plus que conséquents. Donc ça ne concerne pas les petits, les moyens revenus. Mais on parlait du digital nomade, donc il voudrait peut-être s'ouvrir au digital nomade. Ne rêvez pas, parce qu'on parlait, il parle d'un visa de 10 ans, mais ce visa de 10 ans concernerait à mon avis les gros investisseurs. Pour les digital nomades, on serait plutôt un visa annuel. Et on en serait sur le système dont j'ai régulièrement parlé, j'en parle dans mes vidéos. Si vous n'avez pas de l'expérience, si vous n'avez pas des moyens, si vous n'avez pas un peu de recul, une expérience par rapport à un projet que vous avez en Thaïlande, ben ça ne passera pas. Et effectivement, sur les digital nomades, on n'est pas avec des gens qui vivotent au jour le jour ou qui ont une idée et qui vont voir comment ça fonctionne. Pour le statut de digital nomade ici, il serait plutôt à dire d'accord, on pourrait donner un visa qui serait valable peut-être pendant 1 an, qui serait voilà, je tire mes chaussures. Donc visa d'1 an à renouveler, mais ils disent voilà, pour obtenir ce visa, il faut prouver une expérience. Il faut en fait que vous ayez déjà une activité qui fonctionne et qui génère au minimum 40 000 $ de revenus annuels. Voilà, si vous n'avez pas un site, une activité numérique liée au digital nomade qui rapporte 40 000 $ annuels, ben vous ne pourrez pas obtenir ce visa. De plus, l'obtention de ce visa est liée à l'obligation d'avoir une assurance santé qui se monterait à hauteur de 100 000 $. Donc je pense qu'à partir du moment où ils exigent une preuve de revenus, que votre activité numérique vous rapporte 40 000 $ par an, à mon avis, tous les ans, lorsque vous allez renouveler, faire une demande de renouvellement, vous devrez prouver qu'effectivement, votre activité continue à générer au minimum 40 000 $ et vous devrez également prouver le renouvellement de votre assurance santé. Donc voilà, c'est peut-être la piste qui s'ouvre pour les digital nomades à ce jour. Ce serait un visa d'1 an, mais avec une activité déjà existante ou des preuves de revenus de 40 000 $ et effectivement l'assurance. Ce serait quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a des digital nomades qui gagnent bien leur vie et qui pourraient de ce fait venir travailler comme indépendants sans avoir la contrainte du permis de travail, sans avoir l'obligation des 4 employés thaïlandais et des associés thaïlandais. Allez, on va rejoindre le Mekong pour parler d'une dernière chose. J'ai lu, c'est toujours lié au travail, et j'avais lu dans un commentaire quelqu'un qui dit mais tiens, est-ce que c'est facile de créer une société en Thaïlande? Et il y a un idiot qui lui répond ouais, t'en fais pas, il suffit de créer une société avec des Thaïlandais, rien que des Thaïlandais qui créent la société, donc 3 Thaïlandais, et ensuite tu rachètes leur part. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça, je suis désolé. Alors effectivement, je vais réexpliquer rapidement. Ah, ouais, c'est l'époque des papillons aussi. Saison des pluies, beau frangipanier. Encore sur le Mekong, mais je dois avouer, je me lasse pas non plus moi de ce site.
Bon, donc pour créer une société, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a, j'en ai déjà parlé, il y a des bidouillages, il y a certains cabinets comptables ou autres qui vont vous arranger votre histoire avec des hommes de paille. Mais effectivement, il y a un système où on peut créer la société à la base avec 3 Thaïlandais. Alors je vous explique très rapidement, ça intéressera assurément ceux qui ont des projets. Lorsque vous créez une société, il faut 3 partenaires. Alors il y a 4 options en fin de compte. Soit les 3 partenaires sont tous thaïlandais, soit les 3 partenaires sont tous étrangers, dans le cadre du BOI. Soit il y a 3 partenaires mais avec une majorité thaïlandaise, ou soit il y a 3 partenaires avec une majorité étrangère. Donc c'est les 4 cas de figure. Lorsque vous créez une société, vous devez d'abord passer par le DBD. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est là où on enregistre la création de société. Alors au niveau du DBD, en fin de compte, si votre société est 100% thaïlandaise ou 100% étrangère, il n'y a aucun revenu, il n'y a aucune preuve financière à apporter. Par contre, si votre société est mixte, à majorité thaï ou à majorité étrangère, mais mixte, à ce moment-là, au DBD, ils peuvent éventuellement, ce n'est pas systématique, mais ils peuvent vous demander des preuves financières pour chacun à hauteur des investissements de chacun des partenaires. Donc une des solutions, c'est effectivement de créer une société avec 3 Thaïlandais, des gens complaisants. Comme ça, il n'y a rien à prouver. Et une fois que la société est créée, on retire un des associés thaïlandais et on place l'associé étranger. Voilà, ça c'est la combine pour que l'étranger n'ait pas à prouver des fonds lorsqu'il crée une société. Mais bon, voilà, donc c'est juste une histoire de combine pour éviter certains frais. Mais généralement, on est bien dans le terme de combine et c'est pas la meilleure des solutions. Je le dis, j'ai encore dit dans une dernière vidéo, on est en période de Covid, mais même hors période de Covid, sur certains points, les autorités ferment les yeux depuis des années. C'était le cas avec les sociétés dormantes. C'était le cas aussi avec les visas étudiants. Pendant des années, il y a des gars qui ont eu des visas étudiants qui renouvelaient tous les ans sans jamais aller suivre le moindre cours. Et puis il y a un jour, les autorités ont dit « fini ». Donc il y a des gars qui sont pointés à l'immigration pour renouveler leur visa étudiant. Et là, l'officier a commencé à lui parler en thaïlandais. Niveau, mais des questions basiques, quoi. Hein. Et la personne qui faisait depuis des cours de thaï depuis 4 ou 5 ans, qui était supposée commencer à avoir une bonne maîtrise de la langue, n'était même pas capable de comprendre et de répondre aux questions basiques. Donc ça veut dire que le gars dit ben, vous vous foutez de notre gueule. Donc c'était une fin de non-recevoir, clac. On dit désolé, pas de renouvellement de visa et vous avez 7 jours pour quitter le territoire. Alors là vous êtes dans la merde. Hein. En 7 jours. Ah, un serpent. Juste à mes pieds là. Non, là, ils viennent de descendre. Serpents gris comme ça, ils sont pas... C'est des chasseurs. Il faut regarder en fonction des yeux. Maintenant, bon, c'est vrai que quand il y a des fois quand on voit un serpent, on n'a pas envie de s'approcher trop près. Mais c'est vrai que si l'œil du serpent est rond, il n'est pas venimeux. Par contre, si l'œil est, vous savez, comme les chats fendus, hélicoïdal, je crois on appelle ça comme ça. Si l'œil est hélicoïdal, à ce moment-là, ça peut être un serpent dangereux et à ne pas approcher. Bon, donc, oui, donc pour le visa étudiant, il y a un jour, ils ont dit maintenant il y en a marre, on met le halte là, pouf, dehors. Et puis, ils l'ont fait aussi pour les visas run. Hein. Il y en a combien qui sont restés des années en Thaïlande en sortant, vous savez, on sort du pays, on revient, boum, 30 jours. On peut y rester pendant 30 jours. Ensuite, ils renouvellent pour 30 jours à l'immigration, puis ils ressortaient et faisaient des visa run comme ça en permanence. Il y en a qui faisaient ça depuis des années. Et puis, les autorités ont dit maintenant, c'est fini. Les visa run sont limités à 2 passages par voie terrestre. Et puis, ils ont commencé à éplucher aussi
les passeports, hein, ils feuillettent, ils disent attendez, là ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes en Thaïlande avec des visas touristiques, avec des visas run, des entrées-sorties. Ils vous disent mais désolé, faire du tourisme pendant quelques mois, 6 mois, 9 mois, maximum 1 an, à la rigueur ils peuvent être assez tolérants, mais ils disent au bout d'un certain moment ils vous disent basta quoi. Touriste depuis 2 ans ou 3 ans, vous foutez de moi quoi. Donc ils vous refusent, il y en a certains qui sont sympas, ils vous mettaient le cachet de 30 jours en inscrivant bien sur le passeport que c'était le dernier, histoire de vous laisser le temps de vous retourner et de trouver un visa qui soit réellement adapté à votre situation. Et c'est vrai que c'est quand même mal vu, quoi, le nombre de gens qui... Ils apprécient pas trop. D'ailleurs, par exemple, pour le visa élite, vous payez par exemple 600 000 bahts pour avoir un visa de 5 ans, donc vous donnez du pognon, mais croyez-moi, ils feuillettent vos antécédents sur le passeport, mais depuis qu'ils sont informatisés, ben, ils n'ont pas besoin de votre passeport. Hein, histoire de ne pas être trop vu, vous reprenez un nouveau passeport, comme ça il n'y a pas de cachet négatif. Ben non, ils ont tout dans la bécane maintenant. Et s'ils constatent que vous avez été en overstay 2 fois, donc dépassement de visa d'1 jour, de 2 jours, ça n'a pas d'importance. Dès que vous avez eu un overstay, boum, c'est noté. Et si vous en avez eu 2, à ce moment-là, ils vous refusent carrément le visa élite. Donc, ils rigolent moins. Ils sont beaucoup moins laxistes qu'avant. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent oh, on a marre, moi je vais aller foutre le camp. Je vais aller dans d'autres pays où c'est beaucoup plus cool. Où ils sont moins regardants. Il y a même des pays, je sais pas, je crois que c'est les Philippines. Si je me trompe, vous pouvez me confirmer. Mais je crois qu'au bout de quelques années aux Philippines, 5 ans, 10 ans, vous pouvez demander la nationalité sans aucun problème. Ici en Thaïlande, obtenir la nationalité thaïlandaise, c'est extrêmement compliqué. Possible, mais il faut être tenace. Hein. Je vous dis, vous devez au moins être depuis en Thaïlande depuis au moins une quinzaine d'années, pardon, et remplir pas mal de critères. D'ailleurs, j'ai fait dans mon blog 2 articles complets qui expliquent comment obtenir la nationalité thaïlandaise. Et alors un article inédit vraiment, parce que la nationalité thaïlandaise, ça fonctionne par système de points. Voilà, vous devez obtenir 100 points au total, pas 100 points, c'est coté sur 100 points et vous devez avoir un minimum de 50 sur 100 pour obtenir la nationalité thaïlandaise. Par exemple, en fonction de l'âge, si vous avez entre 30 et 40 ans, ben vous pouvez obtenir le maximum, peut-être 10 ou 15 points. Si vous avez 60 ans ou plus, vous n'obtiendrez que 5 points. C'est si long, si vous parlez ou pas le thaïlandais, si vous l'écrivez ou pas, si vous le lisez ou pas. Donc ça sera aussi un système de notation qui va de 5 à 15 points. Ou de 2 à 10 points, ça dépend des catégories. C'est calculé d'après les revenus, d'après votre âge, d'après plein de choses. Donc si vous êtes dans l'article, vous pouvez voir un petit peu toutes les conditions. Et puis faire le calcul et dire, bah tiens, j'arrive à 50, 60. Donc je pourrais, si je remplis les critères, par exemple d'avoir un visa permanent depuis 10 ans, je remplis les critères pour obtenir la nationalité thaïlandaise. Et je décris également tous les avantages à obtenir, parce qu'on n'obtient pas tout directement. Par exemple, vous devenez thaïlandais, mais vous n'avez pas le droit de vote directement. Il faut attendre 5 années supplémentaires avant de pouvoir voter. Mais sinon, vous pouvez acheter du terrain, vous pouvez faire plein de choses. Enfin voilà, j'explique tout dans les articles de mon blog, expatsiam.com. C'est réservé aux abonnés, mais les prix sont très accessibles. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vais retourner gentiment vers la voiture, retourner à la maison. Il y a les beaux-parents qui sont là, donc ils regardent pour les enfants.
Je vais me replonger vers le Mekong quand même. Mais je ne veux pas les importuner trop longtemps, donc j'étais juste venu faire 2-3 petites courses à Changkan. J'en ai profité pour prendre la caméra. Je me suis dit, je vais me faire une petite vidéo d'impro. J'espère que ça vous a plu. Ah, ça papote, hein. Voilà, donc on va terminer cette vidéo avec une petite vue sur le Mekong, avec des peintures qui ont été faites sur l'escalier, enfin sur les escaliers, sur plusieurs escaliers, c'est assez sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salutations tropicales des bords du Mekong, bye bye.